Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant, de sorte que, lorsque les hommes sont détrompés, il est trop tard, la farce est finie et la fable a fait son effet. Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi et c'est qui ce Brandolini? Comme évoqué dans la vidéo Mes premières règles, la loi de Brandolini stipule qu'il est beaucoup plus coûteux en temps et en énergie de rétablir une vérité plutôt que d'affirmer une connerie. Alberto Brandolini est programmeur italien et c'est lui qui a remarqué lors d'une interview de Berlusconi qu'il était impossible de vérifier en temps réel les affirmations qu'il avançait malgré les journalistes qui étaient là pour vérifier les informations. Remontons le temps et aventurons-nous en l'an de grâce 1733 lorsque Jonathan Swift, écrivain, satiriste, essayiste et notamment auteur du célèbre Voyage de Gulliver, rédige ces lignes. Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant, de sorte que lorsque les hommes sont détrompés, il est trop tard, la farce est finie et la fable a fait son effet. Ce qui revient à dire que quand l'infox a circulé, il est trop tard. Et bien souvent, le debunk n'est pas diffusé car la vérité manque terriblement de croustillant par rapport à la désinformation. La vérité ne vend pas du rêve et est souvent bien plus complexe à comprendre que les mensonges, et moins rassurant aussi que toutes les inepties vendues par les charlatans de la pensée. En soi, ce concept énoncé ne vous servira pas à grand chose. Il n'est pas un outil pratique au sens premier du terme, comme la suspension de jugement par exemple, et n'est pas un processus comme le sentiment d'appartenance. Néanmoins, il est là pour vous avertir du danger vers lequel vous vous apprêtez à tomber face à tout un tas d'informations bancales. Là, il vous sera difficile de vous échapper de cette situation, et c'est à ce moment-là que la charge de la preuve peut être votre allié, car vous pousserez votre interlocuteur à se dévoiler, et on en saura un peu plus d'où il sort tout ça. Nous pourrons alors tempérer les affirmations. Face à quelqu'un qui vous presse de répondre à des interrogations ou vous demande votre avis sur des questions qu'il pose, jouez la carte de l'enquête épistémique en interrogeant les affirmations de votre opposant. Prenons l'exemple des fameuses puces 5G du vaccin anti-Covid. Shitstorm dans 3, 2, 1. Comment fonctionnent les puces? Comment transmettent-elles les informations? Quelle taille font-elles? En fonction de la réponse, demandez à votre interlocuteur comment ça passe dans l'aiguille du vaccin. Comment les puces sont alimentées en énergie? Bref, tout un tas de questions qui semblent très basiques somme toute, mais qui peuvent éclairer sur le degré d'information de votre interlocuteur concernant ses croyances. Et si on vous répond « je ne sais pas », eh bien, invitez votre interlocuteur à revenir sur le débat avec plus d'informations. Vous aurez semé la graine du doute et fait votre devoir. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et non aux personnes. Restez critique et à la revoyure. Hein? Mais ça n'a aucun sens. Les inepties de la pensée, ça n'a aucun sens. Voilà. Si, les inepties de la... Mais le problème, c'est que j'ai pas mis le point de ponctuation qui ferme ma phrase. Alors pour moi, je rembraye sur autre chose. Ouais. Alors que non, je passe à une autre phrase et ça n'a aucun putain de sens du coup. Oui, parce que du coup, l'intonation n'est pas bonne. Et voilà, c'est ça. Du coup, il faut la retourner, celle-là. Non, je vais l'enquiller. D'accord. Là, ça marche, là. Tu es Charles et tu attends? Bon, bah va t'en dehors, tiens.